Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Les titres de ce journal. Les langues maternelles facilitent la compréhension par l'enfant de l'essence de son environnement. La communauté internationale les célèbre aujourd'hui. Comment sont-elles valorisées au Bénin? On en parle. Les guides touristiques sont également à l'honneur ce 21 février, une occasion pour mettre l'accent sur leur importance dans le développement d'un pays. Et puis le livre, au-delà de ses fonctions traditionnelles, peut contribuer au développement de la culture. Comment y arriver? Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, nous en parle. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre ce jour les langues maternelles. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités ». Au Bénin, on dénombre environ 73 langues maternelles et depuis des années, ces langues font l'objet de nombreuses réflexions quant à leur valorisation. Suivez cet élément de Sabira Tao, présenté par Ulvaeus Balogun. Elle est le moyen de communication la plus fréquente entre les humains. La langue, premier moyen d'expression, permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle. La langue, dont le soubassement est la culture. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, l'indépendance d'un peuple commence d'abord par sa culture. Et puis c'est ça, la culture qui est la base du développement. Et quand on prend la culture comme base du développement, cette culture-là a une racine pivotante. C'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. En plus du français reconnu comme langue officielle, on distingue autant de langues nationales que de communautés existantes. Une diversité linguistique devenue un obstacle au développement. Mais pour y remédier, l'enseignant-chercheur propose 5 pistes à explorer. C'est de pouvoir établir le répertoire exhaustif de toutes les communautés sur le plan national. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir la carte linguistique du Bénin. Et le troisième objectif, c'est l'historique de chaque communauté. Et faire la promotion des langues, il faudrait connaître d'où ces peuples viennent, où ils en sont arrivés et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses. Et quatrièmement, c'est de pouvoir établir les rapports qui existent entre les communautés, à l'intérieur d'abord du pays et entre les communautés à l'extérieur. Et le cinquième élément par rapport à ce que j'ai dit, c'est de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires qui permettent justement de choisir les langues qui doivent faire partie de notre système éducatif formel. Avec l'avènement technologique, le processus d'apprentissage et de valorisation des langues devient aujourd'hui plus facile. Ça doit être des facteurs favorables pour faciliter cet apprentissage-là. C'est une très très bonne chose. Et c'est en cela que nous disons que si réellement nous voulons être nous-mêmes, c'est de pouvoir retenir aussi la langue comme base de notre développement. Un enjeu déjà bien appréhendé par les gouvernants qui font de la technologie un atout pour relever les défis dans le domaine de l'éducation à travers la mise en place de la synergie alphabétisation, enseignement de la formation technique et professionnelle et numérique. Ce 21 février, on célèbre également la Journée internationale des guides touristiques, une occasion pour mettre l'accent sur le travail et l'importance de ces personnes qui se révèlent des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent. Malheureusement, depuis quelques années, ce métier souffre de l'énorme diminution des activités touristiques dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. Les guides touristiques, quelle place dans le développement d'un pays? La réponse dans ce élément signé Ulvaeus Balogun. Ils sont sollicités en général par les touristes ou les vacanciers lors de leur premier voyage dans une région. Eux, ce sont les guides de tourisme, réputés pour aider le visiteur à comprendre, apprécier et jouir de ce qu'il voit. Le guide de tourisme, c'est une personne physique qui élabore des circuits touristiques et qui amène ces touristes-là sur les différentes potentialités touristiques afin de leur
dire les histoires que regorgent ces sites. C'est l'interlocuteur principal du touriste. Et puis, disons, c'est celui qui maîtrise pratiquement tout ce qui est culture, héritage, religion, histoire d'un pays. Le guide de tourisme est donc suffisamment cultivé pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Il a une parfaite maîtrise de l'histoire, des anecdotes, de la tradition et de la culture du lieu visité. Il y a plusieurs types de guides, les guides de tourisme, les guides accompagnateurs, les guides locaux, les guides sur site, les guides conférenciers. En ce qui concerne les sites, il y a des guides sur site. Ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de cette localité, de ce site spécialement. Quand je prends l'exemple du temple de Python à Ouidah, vous verrez que ce sont des autochtones, des adeptes de ce Python qui exposent ou qui racontent l'histoire du temple de Python. Si le secteur du tourisme apporte de la richesse à la communauté de par ses diverses activités touristiques, le guide de tourisme est celui-là qui favorise l'économie locale en tant qu'agent économique de premier rang. Le guide est une personne très importante parce que c'est lui qui favorise l'économie locale, c'est lui qui est un agent direct entre le touriste et la localité ou la région ou la ville. Quand vous allez dans une région, vous impactez la région parce qu'il y a des restaurants, il y a des artisans. Tout ce monde, quand les touristes les voient, ils veulent dépenser. Et donc, il impacte économiquement les régions. En plus, vous savez, il y a des touristes qui ont envie peut-être de contribuer à la construction d'une école ou de fournir quelques matériels à un centre de santé. Donc tout cela permet à travers la facilitation du guide touriste et communauté locale à faire avancer ce genre de projet. Avec la pandémie du coronavirus, le guide de tourisme est un métier qui souffre de l'énorme diminution du tourisme dans le monde. Mais tant qu'on pourra voyager et qu'on voudra découvrir, il y aura toujours de la place pour un guide de tourisme. Je l'annonçais dans les titres, c'est un document écrit composé de pages reliées les unes aux autres. Le livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Cependant, le livre peut-il être facteur de développement culturel? Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, nous en parle. Suivons-le. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance. Et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc, de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture.
donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Hors du Bénin, le Cameroun et le Tchad, en partenariat avec la Banque mondiale et l'Union européenne, travaillent à un vaste projet de réhabilitation et de modernisation du corridor Douala-N'Djamena. Un investissement d'au moins 470 milliards de francs CFA est prévu sur les 10 prochaines années. La Banque européenne d'investissement et le Fonds européen de développement devraient également approuver cette année des financements respectifs d'environ 75 milliards de francs CFA en faveur de la partie tchadienne. Une contribution d'environ 60 milliards de francs CFA est entendue du français Bolloré via sa filiale Camrail et une autre à montant indéterminé de l'Agence française de développement. Le chantier est immense et va mobiliser diverses compétences dans 4 volets principaux: la rénovation et la mise à niveau et le renforcement des infrastructures ferroviaires de l'As Douala-Yaoundé-Ngaoundéré, l'amélioration de l'interopérabilité des plateformes de fret ferroviaire et routier sur le même axe. Le 6e sommet Union européenne-Union africaine a pris fin en début de week-end dernier à Bruxelles. Parmi les décisions prises lors de cette rencontre, il y a les vaccins. 425 millions d'euros seront mis à la disposition des pays par l'Union européenne pour accélérer la campagne de vaccination. 6 pays africains pourront bientôt produire eux-mêmes le vaccin ARN messager anti-Covid. Suivez ce reportage de nos correspondants de France 24. C'est l'une des grandes annonces de ce sommet Europe-Afrique. 6 pays africains vont bientôt commencer à produire leur propre vaccin à ARN messager. Une avancée pour l'égalité vaccinale saluée par la présidente de la Commission. Aujourd'hui, seul 1% des vaccins administrés en Afrique sont produits sur le continent. Le but est d'atteindre les 60% d'ici 2040. Chaperonné par l'OMS, ce projet ouvre la voie au transfert encadré des technologies ARN, mais il ne prévoit pas la levée complète des brevets demandés par de nombreux pays africains. Les dirigeants européens ont réitéré leur opposition à cette idée qu'ils jugent nuisible à l'innovation et la propriété intellectuelle. Mais pour Cyril Ramaphosa, seule une levée complète des brevets pourrait permettre à l'Afrique d'être autosuffisante en matière de production de vaccins. Il n'est pas acceptable que l'Afrique soit constamment à la fin de la file d'attente lorsqu'il s'agit de l'accès aux soins médicaux. Même si nous sommes reconnaissants pour les dons, ils ne représentent pas une manière ou un mécanisme qui permet de construire de la résilience. Au-delà du transfert de technologies, l'Union européenne s'est également engagée à fournir 450 millions de doses aux pays africains d'ici le début de l'été et à investir plus de 400 millions d'euros pour soutenir les campagnes de vaccination. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.